Bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle David Petoton, je suis le directeur de la communication de l'Agence du numérique en santé. Je suis très touché de vous présenter ce webinaire parce qu'on a vraiment euh, été très mobilisé et très touché par ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé avec les citoyens. Les ateliers et les assises citoyennes, ce qu'on va vous présenter, ça avait un objet. Hein. L'idée, c'était de consulter, d'écouter, d'entendre les Français sur leurs attentes, comme sur leurs interrogations par rapport à la e-santé. Et si on ne les écoutait pas pour nous, on se disait qu'il ne pouvait pas y avoir de e-santé, que ce n'était pas favorable du tout à son déploiement. L'idée, toujours, c'est comment est-ce que le numérique peut aider à mieux se prendre en charge, à mieux prendre en charge sa santé, à être mieux soigné. Et puis surtout, l'idée, c'était voilà, de voir comment est-ce que les Français réagissent par rapport à ça pour préserver et renforcer un peu l'accès universel qu'on a pour tous aux meilleurs soins, ce qui fait un peu le modèle français. Alors, il y a deux choses dont on va vous parler. Hein. Jean-Maxence Granier, avec qui on a fait toutes ces études, là, va vous les présenter. Il y a d'abord les ateliers citoyens. On les a lancés en fait en octobre 2019. C'est une méthode voilà, d'études, hein, dite Cali. On a fait ces études jusqu'à la fin janvier 2020. Là, je ne sais pas, peut-être sur la phase 1, Manon, tu peux peut-être donner le lien vers le rapport de la phase 1. Je vous envoie le lien dans le chat. Ouais, ces études Cali, en fait, ce qu'on appelle études Cali, c'est des focus group qui réunissaient à peu près entre 40 et 50 personnes, à chaque fois c'est des personnes qui étaient dispersées dans des ateliers de 10. On a mené, je crois, le premier à Toulouse, c'était le 1er octobre 2019. On est allé à Toulouse, on est allé à Condat, dans le Cantal, on est allé à Bordeaux, à Besançon et à Roubaix. On a abordé 5 thématiques à chaque fois pour ces focus group. Il y a eu d'abord une thématique autour des données de santé, il y en a eu sur la fracture numérique, il y en a eu sur le handicap, sur le médico-social et également sur les personnes âgées. Donc ça a été tout l'aspect un peu dit Cali, donc de focus group. À l'issue de cette première phase, on a mené une étude auprès des Français, donc là avec la méthode des quotas, comme elle se fait. On a interrogé, je crois, Jean-Maxence, plus de 2000 Français. On est passé par l'Institut Opinionway et on a mené cette enquête l'été dernier. Donc là, peut-être qu'on peut vous mettre aussi le lien vers le rapport de cette étude. Donc là, l'idée, à travers ces approches Quanti et Cali, ben voilà, encore une fois, c'est de recueillir vraiment les perceptions et les attentes des Français sur le numérique en santé. On avait quelque chose aussi un peu en vue derrière. Hein, vous êtes certainement, si vous êtes dans la partie, vous savez qu'on est en train de construire l'ENS, l'espace numérique de santé. Et l'idée, c'était que ça nous oriente aussi et que ça oriente d'une manière générale, que ça alimente les projets, qu'on ne soit pas comme ça sans avoir une sonde, un thermomètre comme ça près des Français pour construire tous ces projets. Et puis, juste de rappeler que ces assises citoyennes et ces ateliers citoyens, ils sont inscrits dans la feuille de route du numérique en santé, que c'était une action vraiment importante et démocratique aussi de la démarche. À l'issue donc de ces ateliers Quanti et Cali, on a l'an dernier, donc le 19 novembre, réalisé les premières assises citoyennes. C'était un événement qui était 100% en ligne. L'idée, c'était que ce rendez-vous, ça a bouclé tout ce premier cycle. Ces assises, on les a menées un peu comme un plateau télé. Hein. C'est Michel Simès, d'ailleurs, qui s'est prêté à l'exercice. Et on a comment dirais-je, réalisé deux tables rondes. Une première table ronde qui était sur les grands enjeux, les enjeux des citoyens par rapport au numérique en santé. Et puis après, donc là, ça rappelait un peu ce qu'on avait étudié dans les études Cali. Et puis après, les Français face à leurs données de santé et surtout à la construction du futur espace du numérique de santé. Donc là, on était un peu plus en rapport avec l'étude Quanti, la grande enquête qu'on a fait vers les Français. Donc, on va vous envoyer également le lien là, vers les assises. Vous pouvez revoir, il y a les assises en entier ou alors un résumé
un résumé de ce moment qui était un peu particulier là, au mois de novembre. Et avant que Jean-Maxence Granier, avec qui on a mené toutes ces études, vous expose un peu les grands enseignements qu'on a eus de ces études, je voulais juste vous préciser que en 2021, ces ateliers citoyens, ils continuent. On les a même étendus puisqu'on a mené, là, on est en phase d'analyse d'ateliers qu'on a menés aussi auprès des professionnels de santé, puisqu'on est allé voir les citoyens pour voir leur perception vis-à-vis du numérique. On va également aussi voir les professionnels de santé, donc différentes catégories de professionnels de santé, en fonction de leur spécificité. Il n'y a pas que des médecins, il y a des kinés, il y a des infirmières, voilà. Et puis, on a des professionnels de santé de la ville comme de l'hôpital. Et puis, on est en train de se poser la question aussi, là, pour essayer de l'instaurer dans le paysage de la feuille de route du numérique en santé, de mettre en place un comité de citoyens qui sera un peu notre boussole pour pouvoir quand même nous orienter et qu'on ne fasse pas des choses qu'on ne construise pas des services qui soient un peu hors sol. Donc, moi, je vous donne rendez-vous en fin d'année pour la seconde édition des Assises citoyennes. Je pense qu'elle aura lieu un peu comme l'an dernier, fin novembre, début décembre. 2022, il y aura l'espace numérique de santé. Donc, je vous donne rendez-vous aussi à ce moment-là. J'espère que vous ouvrirez votre espace du numérique de santé. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Merci David pour ce rappel effectivement de cette plus d'une année de démarche avec les patients, les usagers et les citoyens français sur ces questions. Donc je vais effectivement reprendre un peu le déroulé de ce travail qu'on a mené pour et avec l'Agence du numérique en santé et avec l'Agence verte avec qui vous travaillez. Et avant de me lancer dans un rappel des grands résultats et puis de cette démarche d'ensemble et de la soumettre aussi à la discussion, avec Manon, on va vous montrer deux petits films qui vont vous remettre dans le bain. Donc le premier film qu'on va regarder, très court, je vous rassure, il porte sur les ateliers citoyens, donc sur la façon dont on a travaillé dans ces 5 ateliers qu'on a menés aux 4 coins de la France, comme le rappelait David. Et puis ensuite, une petite vidéo qu'on avait concoctée au moment des assises dont David vous a rappelé la tenue en novembre, et qui est en fait une petite vidéo qui reprend les grands résultats de cette étude quantitative, pour le coup, réalisée avec l'Institut Opinionway. Voilà, donc ça va nous servir d'introduction, et je vais demander à Manon de les passer. Ils font quelques minutes chacun, ces deux films, l'un après l'autre, comme ça vous avez une première vision d'ensemble de ce qu'on a fait. Construire quelque chose de durable et d'utile pour les citoyens s'ils ne participent pas au débat. On va prendre en compte nos avis, nos attentes, nos craintes pour élaborer quelque chose qui va ressembler à ce que nous, citoyens, on a besoin et ce qu'on a envie.
pense que la digitalisation et le numérique peuvent beaucoup aider à la prise en charge des personnes âgées. On n'est pas égaux devant le numérique. Donc institutionnaliser l'accompagnement, c'est peut-être passer par les intercommunalités, avoir des référents qui puissent aller en B2B chez les gens pour expliquer et faire cette transition de façon, je dirais, en douceur. On parle beaucoup de déserts médicaux, mais au fond, si on a des données et une plateforme médicale solide, pluridisciplinaire, dans la ville d'à côté, je pense qu'on peut arriver à des éléments diagnostiques extrêmement précis et très utiles aux patients. Le problème, c'est qu'on a des informations qui sont partout, qui sont dans tous les sens, et donc en fait, aujourd'hui, leur utilisation ne facilite pas la gestion de ma santé au quotidien. On voit aussi des limites en fait de penser de ces systèmes, de penser de l'alerte, de penser d'un suivi au niveau cancérologique. Moi, je viens de Savoie où il y a eu des problèmes de dioxine. Et ça, pour moi, je l'ai toujours pas entendu. Je suis le propriétaire. Personne n'a le droit de diffuser, de divulguer et de s'en saisir si moi je dis non. C'est la dame qui s'occupe de moi, en général, qui me recopie les dextros sur une feuille faite par mon médecin. Mais bon, ce serait quand même plus facile si je pouvais mettre directement sur mon ordinateur. L'utilisation des données qui est, disons, qui peut être risquée. Des pays qui sont hors de la communauté européenne, pour lesquels il y a des grands fichiers qui sont faits. Le médecin, quand il écrit sur l'ordonnance, moi je ne comprends pas ce qu'il écrit. Et c'est très compliqué sur l'ordonnance qui est écrite. Donc c'est compliqué de prendre rendez-vous sur Internet si on ne sait pas déjà ce qui est marqué sur l'ordonnance. Voilà, donc ça, c'était les ateliers citoyens autour de la e-santé. Et le deuxième petit film va vous montrer, là plutôt les résultats, hein, c'est moins visuel, évidemment, une enquête quantitative en ligne, les grandes pistes et aussi les éléments qu'on a testés au sein de cette enquête, puisqu'on a demandé aux répondants de se situer un peu par rapport à des choses qu'on leur montrait au niveau de l'ENS, l'espace numérique de santé.
Voilà, donc c'est à la fois un double résumé, un résumé de la démarche à laquelle on s'est livré, et puis un résumé aussi des premiers résultats synthétiques qui sont issus de ce travail. Et donc, le tout a été présenté lors de ces assises qu'évoquait David, dans lequel on a présenté en détail les résultats de cette étude quantitative et puis les ateliers citoyens. Et on avait choisi de faire revenir un certain nombre de participants à ces ateliers qui ont donné leur expérience et leur avis comme ça en live dans ce moment voilà, qui était particulièrement intéressant pour saisir en tout cas la perception que les Français, les usagers du système de santé ont de ces enjeux du numérique. Voilà, donc juste un mot, c'est intéressant de parler méthodologie et avant de rentrer dans les résultats, le format des ateliers est quand même assez spécifique. C'est vrai qu'il y a une dimension qualitative, tu le disais David, mais donc c'était quasiment des demi-journées de travail où on réunissait entre 40 et 50 personnes d'abord en plénière pour les mettre un peu dans le bain, leur donner certains éléments et commencer à réfléchir ensemble. Et là, on utilisait des outils d'animation comme ça, de groupe de cette taille-là, pour faire des quiz, des nuages de mots, voilà, pour que les gens s'imprègnent de la problématique. Et puis ensuite, on les réunissait en sous-groupe avec à chaque fois un animateur dédié de 10-12 personnes. Et là, vous l'avez peut-être saisi rapidement dans les vidéos, on les a fait travailler sur des personnae, des figures types, une jeune femme enceinte, un monsieur porteur d'une maladie chronique, une personne en situation de handicap, pour comment dire, rentrer dans des situations concrètes à l'égard des emplois du numérique. Et puis on se retrouvait dans une deuxième partie, dans une troisième partie de ce dispositif d'atelier en plénière. Et là, chaque groupe présentait ses idées, ses analyses, ses approches. Et donc, au fur et à mesure du déroulé de chaque atelier, les gens passaient d'une posture un peu passive de public à vraiment une posture active à la fois de représentation, des représentations qu'ils se font des choses, et puis des attentes, et puis des propositions. Voilà, donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et David l'a rappelé aussi, on a travaillé à la fois avec comme ça un grand public qu'on a sollicité pour ce faire, et puis aussi en partenariat avec des associations comme France Asso Santé ou comme l'association du handicap, pour justement aborder de manière plus spécifique tel ou tel public, le handicap ou par exemple la maladie chronique. Et on a travaillé avec eux de cette façon-là. Alors, il faut évidemment souligner une chose très importante, c'est qu'il s'est produit un événement que nul n'ignore entre le début de ce travail et aujourd'hui, c'est-à-dire l'irruption de la Covid, puisque une partie du terrain de ces ateliers a été fait avant l'installation de l'épidémie, et au contraire, toute la partie quantitative a été faite après le premier confinement au début de l'été. Donc évidemment, il y a une dimension, cet événement a sans doute contribué à changer aussi le regard, et on a d'ailleurs mesuré ça spécifiquement dans ce quanti. Et j'imagine que les choses auraient encore bougé aujourd'hui où les choses se sont installées, hélas, si on peut dire, et depuis plus d'un an. Et voilà, toujours est-il qu'il faut avoir ça en tête, que évidemment la situation pandémique est passée par là, et on voit que ça a été d'une certaine façon, et ça on le sent bien, un accélérateur côté
nouveaux usages en particulier, mais pas seulement avec la téléconsultation, mais les échanges entre les professionnels de santé et les patients se sont en partie digitalisés sous la nécessité de faire face aux risques infectieux, et ça a évidemment pesé. Mais vis-à-vis du développement du numérique, sans doute de façon positive pour rendre accessible et rendre naturel, au fond, ces nouvelles formes de liens entre les professionnels de santé et les patients. Voilà, donc ça c'est la partie, si vous voulez, vraiment atelier citoyen, qui a une démarche qualitative, mais dans laquelle on mettait si vous voulez, les répondants dans une situation un peu plus large que leur simple cas à eux d'usagers, en leur demandant aussi de réfléchir en tant que citoyens à, au fond, un système de santé dont on est tous partie prenante, à la fois puisqu'on le finance et qu'on en est les principaux bénéficiaires dans notre société. Et puis ensuite, il y a eu un volet plus étude avec ce questionnaire, cette enquête quantitative qu'on a faite avec Opinionway et qu'on avait préparée par quelques groupes Quali, dans lequel là on avait exposé à un certain nombre de répondants le projet de l'ENS à travers la petite maquette que vous avez pu voir dans la vidéo, avec là aussi un personnage test, Martine, et comment elle utilise à travers son smartphone un premier design de ce que peut être ou de ce que va être l'ENS et le DMP. Et on avait demandé aux gens là aussi de se situer, et vous l'avez vu dans les premiers résultats quantitatifs, bon, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Et globalement, c'était aussi un signe d'encouragement, puisque l'accueil est globalement positif vis-à-vis de ce genre d'outils ou de dispositifs ou de nouvelles façons de faire. Et c'est là-dedans qu'on va... c'est dans le détail un peu de ces résultats que je vais maintenant rentrer. La première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est quelques grands résultats issus de ces ateliers citoyens. Et je vais donc partager un écran avec vous. Tout se passe bien. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement mes slides? C'est bon? Et suffisamment grand? Oui, c'est bon, Jean-Maxence, c'est bon. Oui, nickel. Ouais. Très bien. Et est-ce que j'arrive à les faire défiler? Oui. Très bien. Voilà, donc là, je remets rapidement les dates et les lieux de cette sorte de Tour de France qu'on a organisé avec l'ANS. Avec les plénières et les tables rondes, je vous l'ai expliqué. Et puis, voilà, ces personnae qu'on a utilisées, il y en avait plusieurs pour travailler de manière un peu concrète avec les répondants. Et puis ici, les premières pulsions de mots, les nuages de mots qu'on demande comme ça aux gens de produire un peu immédiatement quand on leur propose ce thème de la e-santé. On voit tout de suite à la fois les attentes et les craintes et les attentes et les enjeux qui ressortent, et ce qu'ils considèrent être des opportunités ou des risques, avec comme ça des quiz auxquels on leur a demandé de répondre. Et au moment où on a mené l'étude, la démarche d'atelier citoyen, on voyait comme ça, et ça remonte déjà à un certain temps, et la Covid est passée par là et a fait bouger beaucoup de choses. Donc maintenant, ces résultats, ils sont derrière nous, mais je les rappelle parce que les postures restent vraies.
une connaissance relativement faible de la e-santé à ce moment-là, sur le dossier médical partagé, sur la télémédecine, sur la télésurveillance. Depuis, je pense que ça a beaucoup évolué. Des craintes aussi, avec l'enjeu de la fracture numérique, et puis le sentiment voilà, du risque peut-être d'intrusion ou de la dimension publique des données par rapport à la pratique médicale perçue comme du registre de l'intime, et à côté de ça, des attentes fortes, c'est-à-dire que les gens ressentent telle ou telle limite du fonctionnement du système de santé et ont des attentes par rapport au numérique pour venir les combler. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ces limites ne portent pas tellement sur la qualité des soins ou sur l'exercice de la médecine sous toutes ses facettes telle qu'elle est perçue par les Français, parce qu'ils considèrent qu'elle est, en général, qu'elle est très bonne, mais plutôt sur des dimensions justement d'organisation, de communication, de parcours de soins. Et là, il y avait même un peu le sentiment, d'une certaine façon, que le champ de la médecine par rapport à d'autres univers était et est encore d'une certaine façon en retard par rapport à, bon, dans des registres complètement différents, les outils dont on dispose aujourd'hui pour prendre un taxi, pour commander un livre, pour évidemment des opérations plus simples, mais il y a une comment dire, une acculturation des gens aux usages du digital et le fait qu'un très grand nombre d'entre nous avons avec nous un terminal en permanence sous forme de smartphone et qu'on fait beaucoup de choses avec, qui peut induire évidemment un sentiment de décalage, même par rapport à d'autres. Il y a une numérisation en termes de fiscalité, un certain nombre de services de l'État, etc., qui se déploient. Et quelquefois, les gens pouvaient avoir le sentiment que dans le domaine de la santé, c'était moins avancé qu'ailleurs. Donc, des attentes fortes, à la fois par rapport aux difficultés perçues dans le système de santé et par rapport à l'idée que les gens se font en général de l'avancée des choses du point de vue digital. Et donc, il y a un peu deux enjeux qui se croisent, les difficultés préexistantes, au fond, qui pourraient être à résoudre à travers ces approches, et puis certaines difficultés inhérentes au digital, avec donc des vrais confiants, des inquiets, des profanes qu'il faut informer davantage sans doute, et des perplexes qui sont plutôt dans une attente positive, mais avec besoin de clarification. Et là, je vais reprendre, si vous voulez, évidemment, c'est très synthétique, hein, il y a beaucoup d'éléments qui viennent enrichir ce propos, mais je vais reprendre les 5 grandes dimensions qui ressortent au fond de l'analyse qu'on a pu faire de ces ateliers. Et le premier, c'est vraiment l'enjeu de l'inclusion. Et c'est pour ça que je vous disais que les gens ont réagi autant en utilisateurs qu'en citoyens, c'est-à-dire ils n'ont pas simplement réfléchi à partir d'eux-mêmes, mais en essayant de prendre en compte l'ensemble de la population, en tout cas l'idée qu'ils s'en font. Et donc c'est vrai qu'un problème ou un risque qui a été fortement ressenti, et d'ailleurs on le trouve aussi exprimé là, David vous indiquait qu'on travaille avec aussi les professionnels de santé sur ces questions-là, et on le ressent. Si vous discutez par exemple avec quelqu'un dans la spécialité de la gériatrie, évidemment il va vous dire ça va pas être facile de faire que ces patients comment dire, utilisent facilement effectivement des interfaces, des outils et des données. Mais, donc il y a ce risque des exclusions générationnelles, je l'indiquais, mais aussi économique, mais aussi géographique. C'est-à-dire, ça, c'est l'enjeu finalement de la fracture numérique. Est-ce que les gens auront les moyens? Voilà, c'est plutôt, on imagine bien que la plupart des gens pourront et auront intérêt à s'inscrire dans cette transformation, mais est-ce qu'on ne risque pas de laisser des gens sur le côté? Vous l'avez entendu d'ailleurs dans certains témoignages, d'où l'enjeu effectivement important de l'accompagnement, des formations, d'un étayage et d'un soutien aux patients et au personnel de santé.
Donc, ce que vous voyez en italique, hein, c'est des verbatims dans notre jargon de gens d'études, hein, qui viennent illustrer au fond les idées générales par là des propos tenus concrètement par tel ou tel dans ces démarches. Voilà, et donc ça, c'est pour ça que dans les grands résultats, cette dimension d'inclusivité, elle est très importante. Il y a une ambition, hein, d'universalité dans notre système de santé qui n'est peut-être pas toujours idéalement atteinte, mais que chacun quand même reconnaît, se sent la possibilité d'être soigné au mieux. Et donc la peur que d'une façon ou d'une autre, la fracture numérique ne vienne rompre cette universalité, d'où l'enjeu, ce qui ne s'oppose pas évidemment au projet, mais qui nécessite de cet accompagnement que les gens appellent de leur vœu, et voilà, pour que chacun trouve sa place dans un système de santé, et dans un système de santé davantage numérique qu'il ne l'était. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'inclusion, dans lequel chaque patient, chaque usager trouve véritablement sa place. Ça, c'est une première idée forte. Il y a une deuxième idée forte qui est centrale, et alors là, elle est tout à fait en résonance avec ce qu'on a pu entendre aussi chez les professionnels de santé, et ce que les gens identifient, hein, alors ils nous ont donné 1000 exemples, mais dans le parcours de soins, mais c'est qu'au fond, on a un système de santé qui est assez cloisonné, avec une médecine en silo, et au fond, une communication et une information qui circulent mal. Et là, il y a de vraies attentes, hein, c'est-à-dire qu'avant même d'envisager une qualité une meilleure qualité de relation entre les patients et les professionnels de santé, la première chose que les patients indiquent, c'est que les professionnels de santé qui s'occupent d'eux communiquent mieux entre eux. Hein, et ça, c'est tout à fait important, et c'est revenu de manière très forte, avec l'idée voilà, que de toute façon, il faut s'appuyer sur des réseaux collaboratifs préexistants entre professionnels. Et bon, les professionnels échangent, se parlent, mais disons qu'ils n'ont pas toujours les outils ou la possibilité de le faire de façon aussi simple que ne peut le permettre la dimension digitale. Et puis, voilà. Et puis l'importance d'impliquer l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé, le médico-social, y compris les aidants, c'est-à-dire au fond, là, ils avaient une vraie réflexion de patient, c'est-à-dire qui est autour d'une personne malade, ou d'une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être entourée, etc. Et donc, ils ont une réflexion assez large. Vous avez vu cette dame là qui avait un diabète et qui avait aussi des problèmes de vue, et qui demandait à une personne aidante de noter sur un papier certains résultats qu'elle devait transmettre à son médecin. Donc là, évidemment, on imagine qu'un certain nombre d'outillages digitaux débouchant sur des données sur le DMP accessible aux médecins, c'est évidemment des solutions. Et donc là, c'est certainement une des attentes majeures, avec au fond une amélioration du parcours usager et une amélioration des synergies entre les acteurs. Et ça, d'ailleurs, on l'entend aussi du côté de la médecine, que ça soit généraliste, spécialiste, que ça soit médecine hospitalière, médecine de ville, que ça soit entre les médecins et d'autres professions de santé. Par exemple, les pharmaciens qui sont aussi dans une demande d'échange renforcé. Et on voit que là, par rapport à un système qui peut paraître assez cloisonné, hein, entre métiers, disciplines, et évidemment, le digital est porteur d'une attente très forte d'une meilleure collaboration, pour le coup, au service du parcours de santé, du parcours de soins de chaque patient. Et puis, voilà, les questions géographiques, voilà, le fait de permettre de collaborer autour du patient pour optimiser les soins.
Un troisième résultat très général et important, c'est celui d'une sorte d'appropriation. C'est-à-dire que quand on a mené ce travail, parce que ce n'était pas évident pour les gens, hein, cette notion de… Là, j'imagine qu'on est essentiellement que vous êtes essentiellement à un titre ou à un autre des professionnels de la santé, soit parce que vous faites partie du monde médical, ou vous développez des solutions, ou vous appartenez aux administrations qui gèrent la santé en France. Mais si on prend le citoyen lambda, cette idée de données de santé et surtout l'idée qu'elles peuvent éventuellement appartenir à celui qu'elles concernent, c'est pas forcément évident. D'abord parce qu'il y a une multiplication de données, que ces données sont assez éclatées, qu'elles échappent en partie à leurs propriétaires, elles peuvent être, et d'ailleurs les gens ne savent pas très bien, dans les dossiers de leurs médecins, à l'hôpital quand ils ont fait un séjour, chez les gens qui à l'assurance maladie, chez leurs pharmaciens, etc., avec évidemment des inquiétudes, et ça c'est normal, et c'est très important d'être rassurant de ce point de vue-là sur les risques d'intrusion, de piratage. Tout le monde perçoit ces données comme relativement sensibles, donc si on les imagine à un moment centralisé à l'échelle de chaque patient et centralisé à l'échelle du système, évidemment, il y a des attentes fortes de sécurisation, voilà, et aussi d'un usage éthique de ces données qui ne se fasse pas à l'encontre de celui qu'elles concernent. Donc, et à côté de ça, il y a quelque chose d'éminemment positif du point de vue de la position du patient, c'est ce que nous, on a appelé une appropriation ou une réappropriation. C'est-à-dire, les gens se disent « Ah ben oui, finalement, ces résultats d'examen, ces synthèses de ma situation par mon médecin, ces radiographies, etc., tout ça, ça me concerne et c'est bien à moi. » Et donc là, il y a un vrai bénéfice qui peut s'exprimer en termes de maîtrise, d'appropriation, d'autonomie et puis aussi les gens comprennent bien l'avantage que ça peut avoir en termes de santé publique et de partage de ces données, dès lors qu'elles sont anonymisées, etc., pour améliorer des grandes fonctions du champ de la santé comme la prévention ou la recherche. Ils sont parfaitement conscients de ces atouts qui seraient produits par une meilleure organisation. Aujourd'hui, il y a énormément de données et disons qu'elles sont éparses. Et donc, ça passe par effectivement de l'expertise, il faut trouver le point d'équilibre entre des logiques de sécurisation et des logiques d'ouverture, parce que ces données, elles sont intéressantes si on peut les partager, mais sous certaines conditions. Et les répondants ont pas mal apprécié tout ce qui était gestion des droits, donc possibilité de donner accès selon à tel ou tel acteur et sur telle ou telle durée et pour telle ou telle donnée. Ça, c'est quelque chose que les usagers du système de santé ont trouvé intéressant. On n'a pas envie que tous les gens votre dentiste n'a pas forcément à savoir ce qui concerne votre psychiatre, etc. Donc, il y a beaucoup eu de débats autour de ça, mais ce qui est intéressant, c'est ce phénomène d'appropriation. Et d'ailleurs, c'est un enjeu parce que ça dessine certainement un patient quand même davantage au fait justement de ces données, ce qui change un peu la posture vis-à-vis du corps médical qui peut voir là-dedans un risque un peu de dépossession. Donc là, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver entre cette forme de maîtrise ou d'empowerment pour le patient et en même temps, évidemment, la posture de professionnelle, d'expertise des professions de santé. Sur la dimension le risque de déshumanisation, alors disons que c'est un peu attendu quand on parle de digital, mais quand même et d'ailleurs c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas résisté à l'expérience effective de la téléconsultation telle que les gens ont pu la vivre. Mais bon, il y avait un peu l'idée comme ça du risque de quelque chose de moins incarné, d'un peu robotisé.
Et finalement, les réflexions les plus intéressantes qu'on a pu avoir dans ces ateliers visaient à montrer au contraire que cette e-santé, elle devait se développer au service du lien médecin-malade. Et que oui, les gens sont attachés à cette relation singulière avec un médecin, avec son médecin, évidemment. Et donc, tout en se disant que oui, la e-santé peut, pour un certain nombre d'actes, etc., faire gagner du temps, justement, conserver au moment où on est en présence de son médecin, par exemple, de conserver le plus de temps possible à la dimension vraiment thérapeutique et d'échange, et de faire gagner du temps sur les questions administratives concernant les droits, etc., et où les démarches, la prise de rendez-vous, vous le verrez dans l'étude quantitative, c'est vrai que certainement avec l'arrivée de Doctolib ou d'autres systèmes du même type, cet outil digital de prise de rendez-vous, là aussi, ça a concouru à rendre palpable finalement ces nouvelles formes d'échange. Voilà, gagner du temps pour mieux le consacrer aux patients. Et donc un système de santé qui laisse la place à l'humain, qui au contraire à la limite permet davantage d'empathie en gagnant du temps sur un certain nombre de fonctions ou de tâches moins centrales, mais évidemment importantes. Et puis le dernier point là, de ces 5 grands points que j'ai passé en revue avec vous, on aurait pu le mettre aussi en premier. Donc, il y a vraiment une attente de simplification, un peu d'évidence, avec la crainte d'un accès difficile d'un accès compliqué au digital, d'interfaces trop complexes, de dispositifs d'abord pensés pour les professionnels. Et d'ailleurs, c'était plutôt un succès dans ce qu'on a pu montrer, qui relevait à ce stade d'une maquette, d'un design assez approfondi, mais dans le quanti, les gens ont trouvé que c'était effectivement ergonomique. Et donc voilà, l'idée de mettre l'usager au centre, de co-construire ce type d'outils ou d'interface, c'est évidemment important. Et d'ailleurs, la démarche elle-même relevait un petit peu de ça. Et le bénéfice, c'est la simplicité, l'accessibilité, le design. C'est-à-dire, on ne veut pas cumuler l'éventuelle opacité du digital avec celle de la médecine. On veut quelque chose qui soit accessible, qui soit simple. Et ça, c'est évidemment un enjeu majeur. Voilà, donc si vous voulez, ça nous a conduit à définir ces 5 axes clés qui sont cette dimension inclusive, cette dimension collaborative, cette dimension d'autonomie renforcée pour, au fond, le patient, cette logique d'appropriation que j'ai décrite, et puis une médecine pas seulement qui reste humaine, mais qui le devienne encore davantage grâce justement à des gains de simplification que les gens peuvent rechercher, et puis avec un enjeu très important d'accessibilité par rapport à ce qui peut être perçu de loin comme la médecine comme quelque chose d'un peu opaque, et le digital aussi s'il n'est pas pensé depuis vraiment l'usage. Voilà, avec évidemment des enjeux d'information, de formation, d'acculturation, de qualité du design des interfaces, d'accompagnement aussi. Les gens, c'était évoqué par une personne là, qui donnait son expérience, l'idée que ce déploiement, il ne va pas se faire comme ça, sui generis, simplement en allant se loguer sur une interface sur son DMP, mais il doit s'appuyer sur un accompagnement à la fois des patients et des professions de santé pour déboucher sur une véritable appropriation. Voilà, ça c'était ce que je voulais souligner dans les principaux résultats qu'on a pu relever de toute cette partie atelier qui était plus sur les données de santé en général et la question des grandes évolutions. Et puis, je vais aborder maintenant
le deuxième volet avec les résultats de l'étude quantitative. Pardon. Voilà, donc je vais vous remettre juste pour vous montrer les points clés que j'ai évoqués là. Ça, c'est dans le rapport, hein. Là, je reste toujours sur les ateliers. La question de l'inclusion, le numérique ne doit pas laisser de côté les populations qui en sont les plus éloignées en situation de handicap ou les plus vulnérables. Ces enjeux sont perçus en miroir chez les patients et chez les médecins. D'ailleurs, oui, c'était intéressant. On a fait tout un atelier avec des personnes en situation de handicap à Roubaix. Et donc, c'était presque, voilà, c'était passionnant de les entendre parce qu'à la fois, ce sont des gens qui comptent beaucoup sur le digital pour améliorer leur accès aux soins et qui, dans certaines situations, peuvent en avoir plus besoin que d'autres. Et donc, ils nous ont fait part d'une espèce d'exigence qui, en réalité, parlait pour tous les usagers. L'opportunité, point B, de décloisonner le système de santé, de le rendre plus fluide, permettant une meilleure collaboration entre les différents personnels en s'appuyant sur les réseaux humains et professionnels existants. Ça, c'est ce décloisonnement par rapport à quelque chose de trop en silo, c'est aussi essentiel. L'usage des données de santé dont l'usager ne doit pas être dépossédé pour qu'elle puisse renforcer son rôle dans son parcours de soins. La notion de données de santé est complexe, elle suscite à la fois un fort sentiment d'appropriation, d'inquiétude sur leur mésusage et d'intérêt comme brique centrale à l'organisation fluide des soins. La possibilité de renouer avec une médecine débarrassée de ses lourdeurs administratives, centrée sur la relation avec le patient, sur la déshumanisation, et puis l'opportunité de plus de simplicité, d'accessibilité. Voilà, avec c'est vrai, le fait que la démarche soit portée, en tout cas sur cette dimension plateforme par l'État, hein, même si ça fait évidemment la place à tous les autres acteurs, c'est un gage de confiance pour une e-santé éthique et régulée. Sur la partie quantitative, là, je vais m'appuyer sur le... Voilà, donc là, si vous voulez, les grands résultats, hein, donc plutôt une orientation globalement positive, hein, par rapport aux attentes en matière de e-santé. Hein, plus de la moitié des Français voient l'évolution du numérique en santé comme quelque chose de positif. Donc là, on retrouve un certain nombre de choses qu'on avait dans la partie atelier citoyen. Donc le fait que la e-santé puisse venir résoudre un certain nombre de difficultés, l'accessibilité géographique aux soins, la coordination entre les professionnels de santé, le temps d'attente, la fluidité du parcours de soins. Donc plus de la moitié des Français dans une attitude résolument positive, 39% plus neutre, 10% de réfractaires, avec un système de motivation qui renvoie au gain de temps, à une communication facilitée, à une modernisation du système de santé et à un meilleur suivi, avec une connaissance, hein, d'un certain nombre d'outils numériques. Alors là, le terrain s'est fait après, hein, l'expérience de la Covid, et vous allez voir, ça a été l'occasion d'une découverte ou d'un premier usage pour beaucoup de Français. Donc les éléments déjà installés, hein, la prise de rendez-vous en ligne, les résultats d'analyse ou de diagnostic transmis en ligne, téléchargeables aussi, et avec des populations, il y a des facteurs liés aux populations qui jouent. Donc effectivement, les gens qui ont un rapport particulièrement fluide avec le digital, et donc là, ça a tendance à... Il y a aussi un effet générationnel, même s'il n'est pas vrai chez tout le monde, mais ça joue. Chez certaines populations ayant une santé plus fragile, hein, les handicaps, affections de longue durée, etc., parce que c'est des gens pour qui la question de la santé est une préoccupation régulière et donc qui du coup sont plus intéressés par ces différents outils et qui les découvrent ou qui les utilisent plus volontiers. Et puis évidemment, les déserts médicaux, ça pousse aussi à de nouveaux usages. La question de la fracture numérique, elle est beaucoup revenue, hein, comme en tout cas, si ce n'est un frein, en tout cas une question, un enjeu à résoudre. Et puis des attentes fortes sur la simplicité d'accès et l'utilisation et la transmission efficace des données. Sur
la Covid-19, on le voit, un effet d'accélérateur assez évident. Et on voit que ça a joué certainement, on en verra sans doute au fur et à mesure des traces positives, hein, comme une accélération du virage numérique. Car presque la moitié des Français déclarent avoir utilisé un nouvel outil numérique de santé pour la première fois durant la crise sanitaire de la Covid-19. Donc, et à ce moment-là, cette crise sanitaire, elle était encore relativement courte par rapport à l'expérience qu'on en a aujourd'hui en mars de 2021. Donc, avec effectivement la téléconsultation qui s'est beaucoup développée. Plus de la moitié des utilisateurs de la téléconsultation ont utilisé ce service pour la première fois pendant la crise de la Covid-19. Et un utilisateur sur 4 a pris rendez-vous en ligne et a communiqué par email, SMS avec le pharmacien ou le médecin pour la première fois pendant la crise sanitaire. C'est vrai qu'à titre personnel, il ne faut jamais faire ça quand on est un homme d'études, mais c'est la première fois de ma vie que mon médecin m'a donné son SMS puisque j'étais en contact, tout en étant infecté, j'avais besoin d'être en contact avec lui, voilà, pour suivre le développement de la maladie. Voilà, donc le bilan de ces initiatives est très positif puisque 88% des utilisateurs sont satisfaits de ces évolutions. Et puis, une large partie de cette étude quantitative était consacrée à donc l'espace numérique de santé qu'on a donc montré aux gens sous forme de planches, et là aussi qui a reçu un accueil favorable, hein, avec ce chiffre intéressant et positif à l'égard du projet dans son ensemble. 8 Français sur 10 se déclarent favorables à l'utilisation de l'ENS. Alors ça n'invalide pas les précautions, les attentes, les garde-fous qu'on a entendus dans toute cette démarche, mais ça montre qu'il y a une vraie attente forte autour de ces enjeux, et donc voilà, aussi bien la messagerie que l'agenda de santé, le DMP lui-même, et d'autres fonctionnalités, les applications tierces, ça a plutôt bien été perçu. La majorité des Français s'accordent à dire que l'espace numérique de santé va faciliter le partage des données entre professionnels et une meilleure collaboration entre eux. Voilà, donc ça, c'est un résultat un peu global avec un intérêt aussi pour la messagerie, pour échanger avec les professionnels de santé et principalement les médecins, toujours des bons scores autour du dossier médical partagé et de l'agenda de santé. Après, il faudra regarder ce que ça donne aussi avec le corps médical et les professions de santé, parce que par exemple, l'enthousiasme des patients vis-à-vis d'une messagerie dédiée aux échanges avec les professionnels de santé, ce n'est pas évident que ça soit aussi réciproque que cela, dans la mesure où les professions de santé y voient d'éventuelles difficultés en termes de flot d'informations à gérer, et ils sont plus sensibles au fait que ça fait évoluer ou que ça fait bouger des pratiques et des organisations sur lesquelles repose actuellement la pratique de leur métier. Voilà, avec là aussi des garde-fous et des points importants, avec ce risque de l'exclusion des patients non familiers de la technologie, et ça on l'a retrouvé, hein, c'était ressorti dans les ateliers citoyens, on l'a retrouvé dans la pesée quantitative qu'on a eue avec cette étude, les enjeux de manque de sécurisation des données, stockage, échange. Alors les derniers événements dont on a pu avoir connaissance là dans l'actualité doivent renforcer peut-être ponctuellement ce genre de crainte. C'est évidemment très, très important, hein. La question de la sécurisation de ces données est un enjeu central, avec peut-être donc des réserves sur le partage de ces données en termes de recherche médicale. Et sur ce débat de la déshumanisation qu'on avait évoqué,
dans les ateliers qui étaient ressortis pas mal. Là, peut-être aussi, c'est les dispositifs qui sont un peu différents et moins, est apparu comme une inquiétude moindre. Et puis peut-être que l'expérience de la Covid était passée par là avec un regard sans doute différent sur par exemple, une des formes possibles de cette numérisation qui est la téléconsultation. Voilà, donc plutôt au moment où on fait ce travail, hein, un projet qui est validé par la majorité des Français. Là, on était sur un large échantillon, un représentatif France, comme le disait David, avec des enjeux de sécurité des données et de simplicité d'accès, et puis des façons de résoudre le risque d'exclusion avec des solutions d'accompagnement ou des solutions alternatives. Avec aussi, effectivement, et ça rejoint ce que j'ai appelé un phénomène d'appropriation, donc le fait que, évidemment, le patient s'empare de ces données et a la main, au fond, sur qui a accès, sur une forme à qui et pour combien de temps et sur quel type de données, et éventuellement le droit de s'y opposer. Voilà. Donc ça, c'est évidemment des choses très importantes aussi qui sont ressorties. Voilà, le terrain a eu lieu du 17 au 30 juillet sur 2100 répondants, et vous avez l'ensemble des résultats à disposition sur les différents liens qui vous ont été envoyés dans notre conversation. Merci d'avoir prêté attention à ces travaux, hein, qui sont pas des travaux qui sont des travaux de gens d'études et d'opinion, hein, qui ne sont pas des gens ni du champ médical ni de la technologie, mais voilà, qui sont quand même intéressants sur l'état de l'opinion et des représentations attachées à la e-santé aujourd'hui.